Il arrive parfois dans l'histoire de la littérature que la créature éclipse son créateur, voire le vampirise. Savez-vous de qui Bram Stoker est le père? Dracula est né en 1897 sous la plume de l'Irlandais Bram Stoker, et depuis, il ne cesse de hanter la littérature et le cinéma. Alors, vous connaissez l'histoire, un jeune notaire est envoyé en Transylvanie pour finaliser la vente d'une propriété londonienne et rencontrer son acquéreur, le comte Dracula. Arrivé dans les Carpates, il découvre que le comte Dracula ne vit que la nuit et ne s'alimente pas comme le commun des mortels. Pire encore, il dort dans un cercueil et ne se reflète pas dans les miroirs. Quelque temps plus tard, un bateau sans équipage vient s'échouer sur les côtes d'Angleterre. À Londres, notre jeune notaire a retrouvé sa fiancée, mais il s'inquiète du comportement étrange de son amie Lucie. Victime de crise de somnambulisme, elle porte à son cou 2 trous rouges. Le médecin, appelé à son chevet, comprend qu'elle est la proie d'un vampire et il réunit une confrérie de braves pour débusquer Dracula. Alors, si l'ombre du conte a grandi au fil des ans jusqu'à devenir un mythe, eh bien on connaît moins Bram Stoker, son inventeur, un géant à la barbe rousse dont la vie recèle quelques accointances avec la mort. Enfant, il est souvent malade et sa mère le berce en lui racontant des histoires de fantômes. Plus tard, il apprend l'histoire de Vlad l'Empaleur, prince de Valachie, et il flâne sur les hauteurs du cimetière de Highgate, où, un soir de demi-brume, il aperçoit dans un mausolée un visiteur capé de noir penché sur un corps embaumé. C'est l'époque où Jack l'Éventreur arpente les trottoirs de Londres et où on frémit en lisant la double vie du docteur Jekyll. Dans sa créature des Carpates, Stoker jette toutes ses frustrations intimes, mais aussi celle d'une Angleterre alors corsetée de puritanisme. Dracula de Bram Stoker, c'est à lire en poche chez Babel. Et si nous avions tous en nous un double maléfique, un jumeau noir qui attend, tapis dans l'ombre, le moment d'occuper le devant de la scène? Savez-vous quelle nouvelle pose magnifiquement la question? Le Horla de Guy de Maupassant est le récit d'une obsession qui occupa son auteur de façon obsessionnelle. Maupassant en rédigea 3 versions. La nouvelle commence comme dans un tableau de Renoir. Le narrateur jouit de la beauté champêtre d'une matinée de printemps et contemple les bateaux qui voguent sur la Seine, dont un superbe 3-mâts brésilien. Mais le lendemain, il se sent souffrant, mélancolique, son corps s'énerve, son âme frissonne, des terreurs l'assaillent. Et au fil des jours, l'angoisse grandit. Notre homme ouvre ses armoires, scrute son lit, se réveille la nuit en sursaut, convaincu qu'un autre que lui habite sa chambre. Alors il décide de partir en voyage. Mais dès son retour, l'angoisse atroce, despotique, revient à nouveau. Désormais, il en est certain, une ombre l'épie, boit l'eau laissée sur sa table de nuit, feuillette son livre de chevet, guette ses moindres faits et gestes. Lorsqu'il lit dans une revue scientifique qu'une épidémie de démence a touché une province brésilienne, il se souvient du beau navire qu'il avait admiré quelques semaines plus tôt. Ce n'est pas la peste que ce vaisseau brésilien charriait sous ses voiles blanches, mais cette ombre funeste, cet autre, le Horla. Le narrateur a-t-il sombré dans la folie? Le Horla est-il une créature échappée de son cerveau malade ou existe-t-il réellement? Eh bien, c'est tout l'art de ce maître du fantastique qu'est Maupassant de nous laisser hésiter au seuil de la chambre de ce fou qui lui ressemble si furieusement, car Maupassant, qui fit enfermer son frère à l'asile, abusait des paradis artificiels, hantait les maisons closes au point qu'il attrapa la syphilis, connue pour faire basculer ceux qu'elle frappe dans la folie. Maupassant a lui aussi fini ses jours à l'asile, emporté à l'âge de 42 ans. Le Horla de Guy de Maupassant, c'est à lire au livre de poche. Savez-vous quel écrivain est sans doute l'inventeur du genre fantastique? Un Américain, au XIXe siècle. Edgar Allan Poe a su exciter si adroitement notre imagination que plus il nous fait frémir de terreur, plus on frémit d'exister. Orphelin, renvoyé de partout, journaliste, il publie à 19 ans les aventures d'Arthur Gordon Pym. Et puis, à 30 ans, un recueil de nouvelles intitulé « Histoires extraordinaires ». Il meurt à 40 ans, Poe, dans des conditions jamais vraiment élucidées. Parmi les nouvelles d'Edgar Allan Poe, il y a un chef-d'œuvre absolu, La chute de la maison Usher. La maison Usher a, croyez-moi, de quoi vous mettre les nerfs à vif, au bord de son étang sombre et macabre, aux rives plantées d'arbres blancs et pourris. Entre ces murs lugubres vit le maître des lieux, Roderick Usher. C'est lui qui a fait venir le narrateur chez lui. Ils ne se sont pas revus depuis l'enfance, et Roderick Usher lui a écrit que leur retrouvaille le divertirait d'une vive souffrance physique et mentale. Le narrateur a d'emblée le souffle coupé. Jamais, dit-il, aucun homme avant lui n'avait aussi effroyablement changé, et en si peu de temps, que Roderick Usher.
Quand il s'en étonne, Usher lui répond qu'il ne craint rien, hormis, dit-il, ce sinistre fantôme qu'est la peur. Mais la peur de quoi ? Je vous laisse le découvrir au fil de ces pages qui se tournent toutes seules et vous offriront une superbe poussée d'adrénaline. Car le soir même où le narrateur débarque dans la maison Usher, la sœur jumelle de Roderick meurt d'un mal mystérieux. Le narrateur devra apporter son concours à Roderick qui, voulant repousser l'inhumation, préférera déposer dans un caveau hermétique le cercueil où repose cette sœur énigmatique. Il y aura une tempête, la folie symbolisée par la lutte avec un dragon, et puis, soudain, un grincement faible, lointain et sec. Tout le génie d'Edgar Allan Poe consiste à vous tenir en haleine avec des bruits plus vivants que tous les fantômes du monde. La chute de la maison Usher d'Edgar Allan Poe, c'est à lire en poche chez Libretto. Savez-vous quel conte de Noël, a priori banal, se transforme soudain en terrifiant récit peuplé de fantômes et de spectres? Le Tour d'écrou d'Henry James devait être un simple conte de Noël commandé par un magazine, mais le résultat n'a rien à voir avec les habituelles féeries enguirlandées. Henry James livre une danse macabre qui scandalise l'opinion et qui confirme qu'il est l'un des plus grands écrivains du XIXe siècle. Nous sommes le soir de Noël, dans une vieille maison où on joue à se faire peur, en se racontant des histoires de fantômes. Mais voici la plus terrifiante de toutes, l'histoire d'une ancienne gouvernante. À 20 ans, la jeune femme est engagée par un riche gentleman pour parfaire l'éducation de son neveu et de sa nièce, des orphelins dont il a la garde. Les enfants vivent dans sa maison de campagne, leur précédente gouvernante est morte, et la jeune femme a pour consigne de ne déranger sous aucun prétexte son mystérieux employeur. Lorsqu'elle arrive au manoir, elle tombe aussitôt sous le charme des enfants. Une fille est ravissante, un garçon à l'absolue perfection morale. Mais très vite, la gouvernante se sent la proie d'une étrange angoisse. Elle croit apercevoir, dans les allées du domaine, la silhouette de l'ancien majordome, mort quelque temps après son arrivée, et qui entretenait une liaison avec la précédente gouvernante. Elle croit surtout entendre de mystérieux conciliabules la nuit entre les enfants et le valet défunt. L'innocence de ses petits protégés lui paraît soudain menacée. Elle s'imagine que les anciens domestiques débauchés ont corrompu leurs âmes et que sous les boucles blondes serpentent de noires pensées. Les chérubins voient-ils les spectres de leurs anciens domestiques? Ou les fantômes ne sont-ils que les fantasmes d'une femme à bout de nerfs? Henry James ne tranche jamais, et c'est là sa virtuosité diabolique, nous enchaîner à ce manoir hanté où flotte derrière chaque porte le vénéneux parfum du mal. Le Tour d'écrou d'Henry James, c'est à lire au livre de poche. Savez-vous quelle romancière anglaise a été surnommée la reine du roman gothique? Anne Radcliffe est née à Londres en 1764, et rien, mais alors rien, ne l'a prédestinée à devenir celle que George Sand et Théophile Gautier ont appelée la reine du roman gothique. Et en effet, c'est elle, Anne Radcliffe, qui étrenne ce genre littéraire, qui conjugue l'épouvante et la terreur, avec des romans noirs, peuplés d'héroïnes séquestrées dans des souterrains, des cadavres qui sanglotent, chuchotent, achèvent de se décomposer ou de se reconstituer. Mariée à un juriste, Anne Radcliffe est ce qu'on appelle une femme au foyer, sans enfants à éduquer. Elle écrit donc pour elle-même, pour se divertir. Les mystères de la forêt, paru en 1791, est sans doute son roman le plus abouti. Voici l'histoire d'un homme en fuite. C'est un jouisseur impénitent qui a dilapidé sa fortune, et il a ses créanciers et les huissiers de justice aux trousses. Aux abois, il quitte Paris avec son épouse, de nuit, à bord d'un carrosse. Il cherche une cachette, loin des villes, vers le sud. Mais en pleine nuit, le carrosse se perd. Une tempête se lève sur la lande déserte. Le jeune homme remarque une maisonnette à peine éclairée. Il met pied à terre et là, eh bien tout s'enchaîne. Des barreaux aux fenêtres, d'étranges gémissements à l'intérieur, une mystérieuse orpheline. Le couple repart aussitôt et le lendemain découvre une abbaye en ruine au beau milieu de la forêt. Et c'est comme si les ruines leur faisaient reproche de leur mauvaise vie. La panoplie pour réveiller chez vous la terreur archaïque est ici amplement réunie par Anne Radcliffe. Parquets et portes grinçantes, pierres branlantes, escaliers plongeant dans la pénombre, chambre dérobée, un troublant manuscrit et juste ce qu'il faut de sentimentalité. Avec Anne Radcliffe et ses mystères de la forêt, croyez-moi, vous allez adorer avoir peur. Les mystères de la forêt d'Anne Radcliffe, traduit par François Soulès, c'est à lire chez Folio. Savez-vous quel roman, un brin horrifique, un brin farfelu, est considéré comme le précurseur du roman gothique?
Le château d'Otrante d'Horace Walpole est, dit-on, l'ancêtre des romans gothiques. Alors il faut avouer que côté grincement de porte, escalier dérobé, trappe qui s'ouvre, chute au fond d'un boyau, spectre qui chuchote sa vengeance, eh bien vous allez être servi. Son auteur, Horace Walpole, est un drôle de personnage. C'est le fils d'un premier ministre anglais. Né en 1717, il se passionne pour le Moyen-Âge et va jusqu'à transformer son château de Twickenham en repère néo-gothique. Son roman, Le château d'Otrante, nous ramène au XIIIe siècle en Italie pendant les croisades. Le prince d'Otrante, Manfred, et sa femme ont pris place dans la chapelle de leur château pour assister à la célébration du mariage de leur fils avec Isabelle, la fille d'un marquis voisin. Mais le prince héritier tarde à les rejoindre. Impatient, le prince d'Otrante envoie chercher son fils, que l'on découvre dans la cour du château, gisant sur le pavé, écrasé par un casque gigantesque. La mort tragique du jeune homme n'arrache ni cris ni larmes. Manfred, son père, apparaît moitié soucieux, moitié satisfait. Soucieux parce que, selon une prophétie, il ne peut demeurer au château qu'en vertu d'une descendance mâle. Or, la voici perdue. Satisfait parce que, maladif et débile, son fils était indigne de lui succéder. Pour Isabelle, la disparition du jeune homme est plutôt un soulagement. Il lui était indifférent, et le futur beau-père lui est odieux. Mais ce dernier ne la lâche pas d'une semelle. Il veut maintenant l'épouser, lui, afin d'avoir un héritier mâle, et il est prêt à tout. Phénomènes surnaturels, manifestations macabres, songes prémonitoires, concerts de revenants, et surtout démesures, tout cela pullule dans cet étrange roman qui parodie les contes médiévaux et où, au fond, le goguenard l'emporte sur le noir. Le château d'Otrante d'Horace Walpole, traduit par Dominique Corticchiato, c'est à lire chez José Corti. Savez-vous quel cas étrange de dédoublement de la personnalité a été décrit par l'un des maîtres de la littérature du XIXe siècle ? Un romancier anglais génial. L'étrange cas du Dr Jekyll et de Mr Hyde de Robert Louis Stevenson est sans doute l'une des plus profondes réflexions sur le dédoublement et la nature du mal. Stevenson a d'abord rêvé ce livre avant de l'écrire. 3 ans après le succès de L'île au trésor, Stevenson fait un rêve, une histoire de croque-mitaine, dit-il à sa femme, Fanny, avant de se précipiter à son bureau et d'écrire cette courte histoire en seulement quelques jours. Fanny Stevenson brûle la première version et elle exige de son mari qu'il la réécrive entièrement. Chose faite, c'est un nouveau succès pour Stevenson. C'est l'histoire d'un homme respectable, le Dr Jekyll, qui se transforme la nuit en terrifiant criminel. En effet, le Dr Jekyll est obsédé par la personnalité double que nous entretenons tous et qui nous fait parfois passer de l'amabilité à la colère. Sauf que lui, il va aller très loin. Il met au point une sorte d'élixir pour séparer son bon côté de son mauvais côté, c'est-à-dire celui des vices qui le rendent secrètement. Le Dr Jekyll devient alors Mr Hyde. L'enquête est menée par un notaire, ami du Dr Jekyll. Enquête, car ce notaire a entre les mains le testament du Dr Jekyll et il découvre avec stupeur qu'il est écrit sur ce testament que si Jekyll venait à mourir subitement, tous ses biens iraient à un certain Mr Hyde dont nul n'a jamais entendu parler. Au même moment, une fillette est piétinée dans la nuit par un étrange personnage. Un éminent député est assassiné à coups de canne. Le notaire découvrira comment le Dr Jekyll se métamorphose en un double maléfique. Cette histoire d'apprenti sorcier inspirera bien plus tard le personnage de Hulk, et elle invite à méditer sur l'irrésistible soif de savoir. L'étrange cas du Dr Jekyll et de Mr Hyde de Robert Louis Stevenson, c'est à lire au livre de poche. Savez-vous quel écrivain, connu pour ses livres à l'humour féroce, fut d'abord soldat au cœur d'un des conflits les plus meurtriers de l'histoire? Ambrose Bierce est connu pour son humoristique Dictionnaire du diable, mais il a vraiment traversé l'enfer. Ambrose Bierce a 19 ans quand éclate la guerre de sécession qui déchire les États-Unis. Il s'engage dans l'armée de l'Union, il est blessé à la tête, il montre sa bravoure au cœur des carnages et il finit capitaine. Après la guerre, Ambrose Bierce devient gardien de nuit dans un hôtel de San Francisco, et là, il se met à écrire pour un journal des chroniques satiriques. 25 ans après les faits, Ambrose Bierce se décide enfin à raconter sa guerre. Et ce livre, qui lui vaudra une immense célébrité aux États-Unis, est publié en partie ici sous le titre « Histoire macabre et flegmatique de la guerre de sécession ». 13 nouvelles glaçantes, comme celle-ci, qui raconte l'histoire d'un gosse qui s'aventure à travers champs un sabre de bois à la main. Trompant l'attention de sa mère, il s'éloigne de la ferme familiale pour aller jouer à la guerre. Il se voit mettre en déroute un ennemi fictif, mais tout à coup surgit un lapin. Pris de panique, l'enfant s'enfuit dans la forêt, il est perdu, il est épuisé, il s'endort près d'un ruisseau. Quand il se réveille, il voit ramper vers le cours d'eau une colonne de soldats ensanglantés et mutilés. Il marche, insouciant, parmi ces demi-morts,
comme s'il s'agissait de camarades de jeu, inoffensifs comparés aux terrifiants lapins. Au loin s'élève la lueur d'un incendie. Le garçon se rapproche et il distingue parmi les ruines de sa ferme une silhouette inanimée. Découvrant sa mère défigurée, il laisse éclater des cris inarticulés, ceux d'un enfant sourd-muet. Tout Ambrose Bierce est résumé dans cette nouvelle terrible et sublime, Bierce, qui disparaîtra mystérieusement en 1913 au Mexique, alors qu'il allait rejoindre l'armée du révolutionnaire Pancho Villa. Histoire macabre et flegmatique de la guerre de sécession d'Ambrose Bierce, c'est à lire en poche dans la collection Les Cahiers Rouges. Quel classique raconte l'histoire d'une pandémie qui dévaste la planète en quelques mois, mais avec en prime une armée de zombies. Je suis une légende, de Richard Matheson, est un roman dont aucune adaptation cinématographique n'épuisera jamais le sortilège. Richard Matheson, l'auteur, est pourtant un habitué des adaptations au cinéma, puisque c'est lui qui est derrière les films Duel, La Maison des damnés ou encore L'homme qui rétrécit. Avec Je suis une légende, son premier roman publié en 1954, il frappe très très fort. Un seul homme, Robert Neville, a été épargné par la terrible pandémie qui a transformé la planète en un monde méconnaissable, désert le jour, terrifiant la nuit. Car cette pandémie, née d'un bacille dénaturé, a été suivie de la plus improbable des mutations. Les morts ne sont ni tout à fait morts, ni tout à fait vivants. Ce sont des zombies, assoiffés du sang d'un humain non contaminé et qui cherchent à pénétrer dans la maison de Neville dès la nuit tombée. Tout comme jadis les vampires, ils ne supportent pas la lumière du jour et ils ne tolèrent pas la vue d'une croix. Neville est-il le dernier représentant du genre humain encore en vie dans ce monde? Hanté par le deuil de sa femme et de sa fille, il se demande à quoi bon lutter alors qu'il ne peut espérer ni compagnie ni secours. Au bout de la solitude, au bout de la terreur, le voilà guetté par la folie. Jusqu'à ce qu'il rencontre une congénère qu'il n'espérait plus, qui, enfin, ne tente pas de lui sauter à la gorge, du moins pas encore. Le trait de génie de Richard Matheson, c'est d'avoir fait se chevaucher la vieille légende du vampire pour l'épouvante et la soi-disant explication d'origine biologique pour la science-fiction. Il ajoute à cette histoire qui éveille toutes sortes de terreurs archaïques une pincée d'ironie et un trait d'humanité qui font que vous aurez, croyez-moi, enfin une bonne raison d'avoir peur dans le noir. Je suis une légende de Richard Matheson, c'est à lire en poche chez Folio. Saviez-vous que le plus célèbre de tous les romans d'épouvante, Frankenstein, avait été écrit par une femme? Une jeune femme, à vrai dire, puisqu'elle n'avait que 18 ans et relevait un défi. Mary Shelley a 18 ans lorsqu'elle séjourne sur les bords du lac de Genève avec quelques amis, dont Lord Byron, poète déjà célèbre. Un soir, Byron propose d'imaginer un conte ayant pour base, précise-t-il, une circonstance surnaturelle. Mary hésite, puis elle se prend au jeu. Et 3 jours plus tard, elle lit ce qu'elle vient d'écrire, Frankenstein ou le Prométhée moderne. Et c'est sous ce titre que son livre est publié en 1818, anonymement, car à l'époque il est encore inconcevable qu'une femme puisse écrire un roman. C'est un succès fulgurant. Il s'agit des Confessions du docteur Victor Frankenstein. Son orgueil de savant l'a égaré, reconnaît-il. Il rêvait de révéler au monde les mystères de la création, et en particulier l'étincelle de vie qui arracherait les morts à la mort. Et il a réussi, puisqu'il a assemblé en une créature des os, des chairs, des organes tirés des chambres mortuaires, et que le tout avait une allure humaine. Mais, à l'instant où sa créature s'est animée, le docteur Frankenstein, saisi par sa laideur, l'a abandonnée à elle-même. Sans se douter une seconde que cette créature s'instruirait, éprouverait des sentiments, réclamerait des droits, et à défaut d'avoir satisfaction, se livrerait à une vengeance illimitée. Mary Shelley joue des ambiguïtés. Monstre, démon, être, chaque nom donné à la créature émet un signal sur la gamme du frisson. Il faut dire que Mary Shelley a perdu sa fille, la petite Clara, tout comme elle a perdu sa mère, morte en lui donnant le jour. Ce qu'elle montre dans ce conte, c'est que sous le monstre sommeille toujours un enfant qu'on voudrait arracher aux enfers. Frankenstein de Mary Shelley, un classique à lire chez Pocket.